Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Nicolas Bécouche. Je suis nouvellement maître de conférence à Sorbonne Université. Je viens de rejoindre l'équipe AMEX, on ne voit pas ici, adaptation au milieu extrême. Si vous voulez avoir accès à la présentation, donc c'est pour ça que je disais il y a des liens partout. Si vous voulez avoir accès à n'importe quel papier ou à n'importe quelle image, bon, vous avez le code QR ici, il y a un lien dans le chat, puis de toute façon il apparaîtra sur la vidéo YouTube. Donc vous pourrez avoir accès directement à la présentation. Donc si vous voulez aller plus loin, et notamment on ne va pas lire les vidéos, donc vous pourrez les regarder vous-même chez vous. Donc je vais me présenter un peu, c'est l'occasion aussi de me présenter à Boréa vu que je viens d'arriver et de parler d'un groupe qui m'a beaucoup intéressé, qui m'intéresse toujours beaucoup, ce sont les gastrotriches ici, dont on n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler. Je ne sais pas s'il y en a ici qui en ont déjà entendu parler des gastrotriches. Donc mon intérêt au cours de ma carrière, ça a été surtout les groupes peu étudiés, les groupes un peu étranges, hein, et les métazoaires peu étudiés, donc pour comprendre leur relation de parenté avec les autres métazoaires, et aussi quelles sont les homologies entre les différents groupes. Mais aussi au sein de ces mêmes groupes, et on va y revenir un peu, que c'est un problème sur certains groupes, notamment les gastrotriches. Donc j'ai travaillé par exemple sur les cténophores, les micrognathozoa. Donc les cténophores, c'était pendant mon stage de master à Sorbonne Université. Et ensuite, je suis allé au Danemark étudier les micrognathozoa, les gnatostomulides et les gastrotriches dont on va plus parler. Là aussi, c'est des groupes dont vous avez peut-être pas entendu parler. Et dernièrement, j'ai un peu travaillé sur les kétonates. Tout ça sont des groupes aquatiques en utilisant différentes méthodes, hein, notamment des méthodes de morphologie, aussi de phylogénie moléculaire et des hybridations in situ. Donc, les gastrotriches, qu'est-ce que c'est? Les gastrotriches, ça veut dire pour le ventre, hein, plus ou moins. Donc, ça vient de gastro qui veut dire le ventre et tricho qui veut dire les poils. Donc, c'est des animaux avec des cils cellulaires ventraux qui leur permettent de se déplacer. Donc, vous en voyez un ici avec les cils cellulaires ventraux à la microscopie électronique à balayage. Et ici, une image d'un gastrotriche d'eau douce. Assez classique, hein, souvent, si on tape gastrotriche, c'est ce qu'on va trouver sur Internet. Donc, on peut passer. Donc, c'est des animaux qu'on dit méiobenthiques, qui ont une toute petite taille. Donc, comme c'est écrit ici, d'un dixième de millimètre à quelques millimètres pour les géants. Donc, c'est un groupe d'animaux plutôt microscopiques. En général, c'est difficile de les voir à l'œil nu. Ils sont tous dans des milieux aquatiques, que ce soit marins ou d'eau douce. Il y a plus de, donc j'ai dit une ciliation ventrale, il y a une cuticule assez complexe, je vais y revenir. Il y a plus de 800 espèces décrites, mais il y en a encore pas mal à décrire. Et ils sont primitivement hermaphrodites, et je vais y revenir. Et là, c'est intéressant, vous voyez l'image à microscopie optique. Ici, on peut voir les cils qui permettent de se déplacer. Donc, on peut passer. Donc, la vidéo YouTube, je vous laisserai l'occasion de la regarder plus tard pour voir un gastrotriche se déplacer avec les cils ventraux. Vous aurez l'occasion ensuite avec la présentation. Pour les remettre, pour les remettre dans la phylogénie des métazoaires un peu vite, hein, ce sont des bilatériens. Normalement, ça, c'est un groupe que vous connaissez bien. Et au sein des bilatériens, c'est les protostomiens. Donc, groupe frère des deutérostomiens auxquels on appartient. Et ce sont des spiralia, donc un des trois grands groupes des bilatériens, hein, groupe frère des ecdysozoaires. Donc, chez les spiralia, on a une très grande diversité d'animaux, hein. Notamment, il y a des animaux que vous connaissez, comme les mollusques, les vers plats ou les annélides. Et il y a plein d'autres animaux un peu moins connus, comme les gastrotriches. Donc là, tu peux passer, mais il y a des fausses animations. Donc voilà, un gastrotriche. Maintenant, vous avez vu, super. Et donc, la phylogénie des spiraliens, elle est encore pas mal en discussion. C'est quelque chose qui est assez difficile à résoudre. Donc, il y a beaucoup de phylogénie moléculaire, hein, c'est surtout des nœuds. Vous voyez ici, il y a beaucoup de clades que je n'ai pas nommés parce que ce sont des nœuds soutenus par des phylogénies moléculaires. Mais il y a un certain nombre de nœuds qui sont en train de se stabiliser, comme ceux-là, hein, qui sont dans les branches profondes des spiraliens. Et ici, les gastrotriches qui ont fait beaucoup l'objet de discussions sur leur position phylogénétique, ou simplement, on ne savait pas. Et maintenant, ils se retrouvent plus ou moins groupe frère des platelmintes. Mais du coup, je suis plus sur la bonne diapo. Ouais, comment j'ai fait ça? J'ai compris. Et là, c'est bon? Non, encore une ou deux, dans l'autre sens. Voilà, parfait. Donc, groupe frère des platelmintes dans un groupe qui s'appelle les Raphozoa, pour lequel il n'y a pas de synapomorphie morphologique pour l'instant. D'ailleurs, même pas de synapomorphie à part des groupements moléculaires. Ceci dit, là, il y a eu le 20 janvier le premier génome de gastrotriche. Donc, on commence à penser vraiment, il y a des génomes de platelmintes aussi. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est un préprint. On commence à penser que c'est une position qui commence à stabiliser vraiment dans la phylogénie des spiralia. Bon, tout ça, ça commence en désordre. Mais là, ici, ces deux-là commencent à se stabiliser. Donc, il y a beaucoup de discussions sur la position phylogénétique des gastrotriches, et ils souffrent un peu de ce que j'appelle gentiment le syndrome cténophora.
Donc les cténophores sont des organismes surtout planctoniques, mais il y en a aussi des benthiques, marins, dont la position phylogénétique est beaucoup discutée chez les métazoaires. Et il y a assez peu de recherches connues, en tout cas, qui sont mises en discussion, souvent discutées, je ne sais pas, à l'université ou entre chercheurs, sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des cténophores. Souvent, c'est surtout des questions sur leur position phylogénétique. Ben, c'est quelque chose qui arrive, par exemple, au kétognates, dont je vous ai un peu parlé tout à l'heure, ou aussi aux gastrotriches, pour lesquels on entend très peu parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, je vais en profiter pour vous parler un peu de quel type de recherche il y a au sein des gastrotriches, quelle diversité il y a, quelle est leur biologie. Donc voilà un gastrotriche classique. Hein. Si vous tapez gastrotriche sur Google, vous allez tomber là-dessus. C'est ce qu'on appelle communément un kétonotide, mais il y a plus de diversité. Voilà, donc un kétonotidé non identifié. Et par contre, voilà, il y a pas mal de diversité en réalité chez les gastrotriches, de modes de vie, de modes de reproduction, de morphologie. Donc je vais vous en discuter un peu. Donc vous avez deux grands groupes, les macrodazides et les Possitubulatina. Donc je vais développer maintenant. Donc pour la morphologie d'un gastrotriche, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un ver, hein, avec un pharynx musculeux à l'avant. Et ici, en couleur, ce sont les caractères qui peuvent permettre de différencier les deux groupes et les caractères importants des gastrotriches. Donc, comme caractère important, on a en effet ce pharynx qui est triradié. Ici, donc, si on coupe le pharynx de manière transversale, on va voir ici que la lumière du pharynx, elle forme un Y chez les gastrotriches. Et ensuite, il y a des tubes adhésifs et une cuticule assez complexe, mais les tubes adhésifs permettent de différencier les deux groupes. Donc, il y a ce groupe-là des macrodazides qui ont plusieurs tubes adhésifs le long du corps et un pharynx, la lumière du pharynx en Y inversé. Et les Possitubulatina qui ont deux tubes adhésifs seulement, sauf quelques variations, et qui ont un pharynx, la lumière du pharynx en Y. Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand le pharynx se contracte, ça va ouvrir la lumière et ça va permettre un effet de succion. Vous pouvez voir ça dans la vidéo qu'il y aura plus tard, ou vous pourrez regarder ça vous-même. On peut passer à la suivante. Alors une différence qu'on trouve dans ce groupe-là, je vais revenir un tout petit peu plus tard sur un des gastrotriches, c'est qu'il y a quelque chose qui est assez peu commun chez les métazoaires, c'est que le pharynx s'ouvre vers l'extérieur en dehors de la bouche et de l'anus, ça il s'ouvre sur les côtés. Donc le tube digestif va s'ouvrir à plusieurs endroits, et notamment sur les côtés. Chez les macrodazides seulement, chez les Possitubulatina, c'est juste un tube. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pores pharyngaux, et autant que je sache, ça ne se retrouve que chez les hétérostomiens, sinon. Donc là, on les voit ici à la microscopie confocale chez un gastrotriche d'Inodasis. Donc là, tu peux passer, voilà, encore. Et revenir une fois. Alors, un des autres caractères, une des synapomorphies des gastrotriches, notamment, c'est leur cuticule très complexe. Et ils ont quelque chose d'assez particulier, c'est que la cuticule recouvre les cils complètement. Donc, elle entoure les cils. Et ça, c'est unique chez les métazoaires. Mais aussi, elle peut prendre différentes formes d'ornementation ici. Donc, on peut voir peut-être un tout petit peu sur le côté ici les écailles. Et c'est quelque chose qui va former chez certains gastrotriches des écailles des ornementations assez délicates, assez jolies, selon nos sensibilités, évidemment. Alors, les gastrotriches, où est-ce qu'on les trouve? Partout. Ils n'ont pas été recherchés partout pareil. Comme vous pouvez voir sur cette carte. Hein. Là, si tu passes encore une diapo, on va voir qu'il y a plusieurs endroits où ils ont été un peu mieux étudiés. Alors, c'est marrant de voir un peu quelles sont les dynamiques. Hein. Ça a été surtout au début décrit et étudié par des Allemands. Donc, il y a toujours une école allemande. Donc, on voit une grosse concentration de gastrotriches sur le GBIF en Allemagne. Il y a il y a quelques équipes italiennes qui travaillent. Donc, hop, une concentration italienne. Il y a eu une thèse en Suède, ce qui permet simplement d'augmenter le nombre d'occurrences qu'il y a en Scandinavie. Et il y a une équipe polonaise aussi qui travaille depuis plusieurs décennies, même presque 100 ans maintenant, qui travaille en Pologne, donc pas mal d'occurrences. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des écoles nord-américaines côté Atlantique. Et depuis une dizaine d'années, il y a des Brésiliens qui travaillent sur les gastrotriches et vous voyez qu'il y a de quoi faire. Hein, et ils sont en train de découvrir plein de choses vraiment chouettes là-bas et ils décrivent tout le temps des nouvelles espèces très facilement. Et là, il y a un point un peu bizarre en Colombie où il y a une grosse concentration d'occurrences de gastrotriches. Mais apparemment, c'est des gens qui ont sont juste allés sur le terrain, ils ont mis gastrotriche sur le GBIF et voilà. Donc maintenant, il n'y a pas d'école colombienne autant que je le sache. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Donc, on les trouve dans le milieu marin et le milieu d'eau douce. Donc, dans la faune interstitielle, donc c'est la faune qui vit entre les grains de sable, surtout, hein, majoritairement. Ce sont les macrodazides qu'on va trouver surtout en milieu marin, pas seulement. Hein. Une répartition mondiale, probablement à toutes les profondeurs. Il y en a quelques-uns qui ont été décrits dans les milieux profonds. Et une plus grande diversité morphologique, en tout cas de notre point de vue humain. Hein. Et tous les milieux d'eau douce, on va les trouver dans tous les milieux d'eau douce, notamment les rivières, les lacs, les mares, et aussi les milieux limnoterrestres, donc le sol, plus ou moins.
dans les sédiments, mais aussi des espèces épiphytes ou planctoniques. Je vous en parlerai tout à l'heure. Elles sont assez, on les voit assez rarement, celles-ci. Sont assez peu étudiées, mais c'est la moitié des espèces et c'est un enfer taxonomique. Donc c'est pour ça aussi que c'est un peu difficile à étudier. Et donc assez peu de diversité morphologique remarquable, c'est en fait justement cet enfer taxonomique pour les identifier. Donc là, on va rentrer un peu dans la diversité des gastrotriches. Donc déjà, les gastrotriches, c'est un groupe bizarre. Et je vais vous parler de gastrotriches bizarres. Donc là, on va vraiment... Et comme ça, vous pourrez en déduire qu'est-ce qu'un gastrotriche normal, si ça existe. Donc là, c'est Neodasis. Alors, c'est un gastrotriche un peu particulier. Je vous ai dit jusque-là qu'il y avait les Possitubulatina et les Macrodasides. Et en fait, il y a un troisième groupe qui s'appelle les Multitubulatina. Donc, vous voyez, ici, c'est Neodasis, hein, c'est la même chose. Et pendant longtemps, il y avait deux groupes. Il y avait les Macrodasides et les Kétonotidés. Sauf que Neodasis, on n'arrive pas à le placer dans la phylogénie. Alors, pour le peu de phylogénie qu'il y a chez les gastrotriches. Donc, il se promène un peu. Et donc, on remet en cause la monophylie des kétonotides. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler de Possitubulatina et Macrodasides et de Multitubulatina maintenant. Donc, c'est un des gastrotriches un peu difficile à placer. Et ça, c'est pour l'anecdote, pour le faire encore un gastrotriche encore plus bizarre. Donc, ce qui fait qu'il est aussi dur à placer d'un point de vue morphologique, c'est qu'il a plusieurs tubes adhésifs comme les macrodasides et un pharynx en Y, sans port pharyngiaux, comme les Possitubulatina. Donc, il a une mosaïque de caractères. En plus, ces tubes adhésifs sont très bizarres. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a aussi de l'hémoglobine chez cet animal. On ne sait pas bien pourquoi, parce qu'on le trouve au même endroit et dans le même environnement. Donc, il est sympatrique d'un autre gastrotriche qui a à peu près la même taille, qui a la même écologie et qui n'a pas d'hémoglobine. Donc, voilà. Ça, c'est pour la curiosité. On peut passer au suivant. Alors, Draculiciteria tessellata. Donc, celui-ci, ça veut dire plus ou moins le petit dragon. Et il a une position, vous voyez ici, assez importante dans la phylogénie des Possitubulatina, donc des gastrotriches en général. Donc, c'est une lignée assez particulière qui n'est représentée que par une seule espèce. Donc, vous en avez peut-être déjà vu une représentation quelque part. Et comme vous pouvez voir, c'est un gastrotriche avec beaucoup d'écailles, donc assez similaire à ce qu'on trouve dans son groupe frère, sauf que, normalement, comme je vous ai dit, les gastrotriches sont des organismes hermaphrodites et celui-ci, on n'y trouve que des femelles. Donc, on n'a jamais trouvé de spermatozoïdes ou de sperme, ou de testicules chez ces animaux-là. Et il y a peut-être 3 clades, peut-être 3 espèces, on ne sait pas si c'est des espèces ou des populations, mais ils se trouvent sur la population mondiale. Donc c'est un peu un mystère, est-ce que cette lignée, parce que probablement les gastrotriches vont diverger en même temps que les autres animaux vers le Cambrien, hein. Est-ce que cette lignée, elle est là depuis le Cambrien ou est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau et tous ces confrères ont disparu? On ne sait pas. Alors on peut passer. Alors là, pour les gastrotriches semi-planctoniques, ça montre un peu, comme je vous ai dit, l'enfer taxonomique qui se passe chez les gastrotriches d'eau douce. Ça sont des gastrotriches exclusivement d'eau douce. Ils se trouvent en plein milieu d'un groupe d'une famille, les kétonotidés, que vous voyez ici, qui se retrouvent paraphylétiques. Si vous avez mis le détail, vous verrez que c'est vraiment un enfer. Il y a un genre Ketonotus qui est un genre poubelle dans lequel on met à peu près n'importe quoi. Et donc, on s'est rendu compte avec les phylogénies moléculaires récemment, on s'en doutait un peu, que ces deux familles sont monophylétiques, donc elles forment son confrère, donc on pourrait les fusionner, hein, et forment les gastrotriches planctoniques au sein d'un groupe qui est d'eau douce. Et c'est des gastrotriches assez particuliers qui sont assez rigolos à voir, très difficiles à trouver. Donc c'est parmi les plus difficiles à trouver en général. C'est les plus petits, hein, ils font moins de 100 micromètres en général, certains font 80 micromètres. Il y a perte des tubes adhésifs, vu qu'ils vivent plutôt dans la colonne d'eau. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de tubes adhésifs. Là, ce qu'on voit, ce sont des épines postérieures. Et ça rend les kétonotidés paraphylétiques, comme je vous ai dit. Et ils ont parfois des épines nageuses qui peuvent battre comme ça, comme nager un peu comme des copépodes. Donc ils ont des muscles particuliers qui permettent de bouger ces épines. Donc ils peuvent se déplacer avec leurs cils ventraux qui sont organisés en patch, mais aussi avec ces épines. Et vous voyez ici Ornamentula qui a des écailles très ornementées. Donc il y a un gastrotriche très joli quand on arrive à bien le prendre en photo ou le dessiner plutôt, parce que sinon c'est très difficile à monter entre l'âme et la main. Voilà, donc la vidéo, vous regarderez vous-même, il y avait une vidéo avec un de ces animaux. Alors là, on va passer chez les macrodasides, le groupe qui est plutôt d'eau douce, marin. Donc ça, c'est des organismes marins. Alors Urodasis, parce qu'il a une très longue queue, ici vous pouvez voir. Donc postérieurement, il a un appendice avec plein de tubes adhésifs, ce qui fait que lorsqu'on veut étudier cet animal, l'attraper avec la pipette au fond d'une boîte de pétri, c'est très compliqué. Mais il n'a pas que ça de rigolo. Déjà, c'est un gastrotriche qui a perdu l'anus, contrairement aux autres gastrotriches. Bon. Mais aussi, il y a une grande diversité dans ce même genre de modes reproductifs et de morphologie de l'appareil reproductif. Donc, vous voyez ici, c'est un reproducteur et en fait, il y a une espèce qui s'appelle Urodasis viviparus parce que c'est le seul gastrotriche vivipare.
Donc, il y en a. Et donc, il y a trois types de systèmes reproducteurs. Donc, un clade avec perte des organes sexuels accessoires apparents. Donc, il n'y a que des testicules et des ovaires. Il n'y a pas d'organes sexuels autour. Il y a un gain du stylet sclérotique chez un autre groupe, le clade 2, avec des organes accessoires sexuels qu'on peut remarquer ici, vous voyez ici. Ce qui est assez commun chez les gastrotriches, ça apparaît assez souvent. Et un dernier clade, avec perte des organes sexuels accessoires, la viviparité de la parthénogenèse, donc il y a aussi perte des testicules. Voilà, donc un clade assez particulier. Alors là, on peut passer, ouais, merci. Donc l'épidodasis, ici, un autre gastrotriche marin, avec une cuticule assez ornementée, assez jolie, surtout en microscopie optique. Et c'est un des seuls gastrotriches qu'on a vu chasser d'autres animaux une fois, en 2019, donc il n'y a pas longtemps, où il a aspiré un nématode. Alors on pourrait se dire, s'il aspire des nématodes, c'est qu'il a un pharynx assez puissant pour pouvoir faire ça. Ben non, pas du tout, parce qu'il faut toujours des contradictions. Ici, c'est la microscopie confocale de trois pharynx de gastrotriches. Et donc là, vous avez un gastrotriche macrodaside avec les pores pharyngiaux ici, et un gastrotriche possitubulatina avec sans pores pharyngiaux. Mais on voit que la musculature est très forte et très prononcée. Et là, j'ai dû artificiellement augmenter le signal pour qu'on puisse voir la musculature à l'intérieur du pharynx. On la voit pas. Donc je pense que je peux passer pour qu'on voit un peu mieux peut-être. Voilà, donc là, les pores pharyngiaux sont là. Et donc, il n'y en a pas. Il n'y a même pas de pores pharyngiaux chez l'épidodasis. Donc, c'est un macrodaside qui n'a pas de pores pharyngiaux et qui a un pharynx qui est relativement réduit par gastrotriche. Donc, un gastrotriche un peu bizarre. Donc là, pour vous parler un peu des recherches que j'ai faites sur les gastrotriches, je vais vous en parler d'un autre qui est un peu moins particulier, mais qui est assez intéressant quand même. C'est Duronotus aspetos, qui est un gastrotriche qui a été décrit, il me semble, en 2008, donc assez récemment aussi, et au Groenland et au Danemark. Maintenant, il a été signalé aussi au Japon, et qui se retrouve encore une fois dans les nœuds profonds des gastrotriches, donc quelque chose d'intéressant à étudier, une branche assez isolée. Et donc, on l'a replacé avec des phylogénies moléculaires dans la phylogénie des possitubulatina, là où on s'attend à le retrouver, pas de problème. Et on a pu le replacer dans des phylogénomiques, notamment avec un transcriptome. Et ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, en fait, on avait du mal à retrouver moléculairement les gastrotriches monophylétiques parce qu'il y avait des trop longues branches. Et donc, les possitubulatina et les macrodaside se trouvaient séparés dans la phylogénie. Avec l'ajout de Duronotus, maintenant, les gastrotriches se retrouvent monophylétiques dans la phylogénie moléculaire, comme on s'y attendait. Donc, Duronotus est assez intéressant par sa position phylogénétique. Donc, j'en ai fait une description détaillée du système musculaire ici et du système nerveux. Donc, l'ensemble du système musculaire et du système nerveux ont été reconstitués. C'est quand même un gastrotriche très, très grand. Vous voyez ici, la barre d'échelle, 50 micromètres. Donc, il fait plus d'un demi millimètre. Donc, c'est quand même assez gros comme bête. Je peux passer. Et donc, ça permet aussi de faire l'anatomie comparée avec les autres gastrotriches. Donc, il se trouve qu'il y a quand même des données sur la morphologie du système musculaire des possitubulatina. Donc, il y a de quoi comparer. Mais il a une morphologie assez particulière avec des muscles dorsaux-ventraux répétés, ce qu'on ne trouve pas nécessairement, pas autant, en tout cas pas en si grand nombre chez les autres possitubulatina. Mais ça a permis aussi de comparer le système nerveux avec d'autres gastrotriches. Et en fait, chez les possitubulatina, avant l'étude de Duronotus, il y avait l'étude que d'un genre de gastrotriche, Xenotricula, que vous voyez ici, qui est la même famille que Draculiciteria dont je vous ai parlé avant. Et donc, dans le même genre, vous voyez ici des systèmes nerveux très similaires, avec lesquels on a pu faire différentes homologies avec Duronotus. Donc, ça multiplie, on va dire, virtuellement par 2, parce qu'on peut dire que là, c'est presque la même chose, le nombre de gastrotriches étudiées chez les possitubulatina. Alors, j'ai eu la chance après, ensuite, de mettre la main sur... donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, sur Xenotricula velox. Et donc, j'avais des résultats qui attendaient un peu d'être observés. Et en regardant donc Xenotricula, dont je vous parlais juste avant, qui est aussi dans des branches un peu moins profondes, mais profondes des gastrotriches. Et il y avait une étude, donc j'en ai parlé juste avant, qui étudiait le système nerveux et qui trouvait que ici, les points qu'on voit là, c'était du bruit. Et donc, c'était décrit comme un signal, un bruit poivre et sel aléatoire. Et en fait, en regardant de plus près avec des bons scans, je me suis rendu compte que c'était pas aléatoire et c'était lié à des structures assez particulières. Chaque point correspond à ce qu'on appelle un cire. Donc, c'est un ensemble, c'est un paquet de cils entourés. C'est pas chaque cil qui est entouré de cuticules, mais c'est l'ensemble qui est entouré de cuticules. Donc, c'est des structures assez particulières qui sont une synapomorphie des xénotriculidés, donc de Draculiciteria aussi, et qui font qu'ils se déplacent très vite. Donc, c'est des gastrotriches très nerveux, pas très faciles à attraper non plus, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont faciles à attraper. Et entre ces cires, on voit qu'il y a des connexions nerveuses avec la microscopie confocale. Et du coup, ensuite, on peut voir l'interprétation de ces connexions nerveuses. Donc ici, en vert, vous voyez les cires.
Et donc, il y a vraiment un réseau nerveux assez compliqué qu'on voit ici. Donc, simplifié là. Et l'idée, c'est d'espérer que des gens fassent des études aussi sur d'autres xénotriculidés pour comparer et voir s'il n'y a pas des caractères qui n'ont pas été vus ici avec l'anatomie fine du système nerveux antérieur de ces xénotriculidés. Donc, là, on voit avant ce qu'il y avait comme étude sur des Possitubulatina. Ensuite, si tu passes encore, on voit que dans cette même étude, j'en ai rajouté deux autres, donc d'autres Possitubulatina, des kétonotidés, donc cette famille paraphylétique, mais le grand groupe là. Et donc, ça fait multiplier par pas mal le nombre d'informations maintenant qu'on a sur la morphologie du système nerveux des Possitubulatina. Et on voit, avec les différentes couleurs, sans rentrer dans les détails, qu'il y a certaines hypothèses d'homologie qui peuvent être faites sur la position de certaines cellules nerveuses des gastrotriches. Alors, il y a d'autres, ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler un peu dans le futur. Une autre structure que j'ai remarquée en regardant différents gastrotriches, puisque j'ai beaucoup de scans depuis ma thèse, notamment il y a un anneau nerveux. Alors, pour la petite histoire, les gastrotriches, s'il y en a qui sont familiers avec les anciennes éditions de la classification phylogénétique du vivant, ils étaient mis comme groupe frère des ecdysozoaires, en fait, dans un groupe qu'on a appelé les Cycloneuralia, parce que leur cerveau fait le tour du pharynx. En tout cas, c'est comme ça que c'était décrit. Et les ecdysozoaires, en étaient primitivement, ont un cerveau qui fait tout le tour du pharynx, avec une commissure dorsale et une commissure ventrale. Et chez les gastrotriches, on observait une commissure ventrale au cerveau. Donc, en regardant différents gastrotriches, j'ai remarqué qu'en fait, la commissure dorsale du cerveau qu'on trouve chez tous les bilatériens, en tout cas primitivement chez les bilatériens, elle est parfois séparée de cette commissure dorsale, d'une autre commissure dorsale, une seconde commissure dorsale, qui est toujours associée, elle, à la commissure ventrale, et qui peut être plus antérieure. Donc en fait, ce sera un nouveau caractère des gastrotriches, qui pourrait être une synapamphyse ou des gastrotriches, ou d'un sous-groupe de gastrotriches, et qui explique pourquoi est-ce qu'on a pensé pendant un certain temps qu'ils étaient cycloneuraliens, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Donc ça nous permet d'avoir des discussions sur l'évolution au sein des gastrotriches. On voit qu'il y a pas mal de variabilité qui peut être intéressante sur l'évolution des gastrotriches, mais qu'en est-il aussi de leur diversité? Alors, si on voit une carte du GBIF de la distribution des gastrotriches en France, on voit déjà qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études en France, en tout cas pas beaucoup de reports sur le GBIF. Et ici, il y a une petite anomalie, donc ça, il va falloir zoomer plusieurs fois. Hop là, ici, encore, et encore une fois. Ah non, une fois avant. Voilà, donc on voit qu'il y a une anomalie ici sur la rivière de la Massane, donc dans les hauteurs de Banyuls, donc dans les Pyrénées-Orientales, et la forêt de la Massane, c'est une forêt quasi primaire qui a été très peu touchée par l'homme et pour lesquelles il y a des campagnes d'inventaire totaux de toute la biodiversité. Là, tu peux passer. Donc en avril, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a cette anomalie? En avril 2023, pardon, bon, un peu d'eau. On est allé chercher des gastrotriches et aussi d'autres animaux. Et notamment, ça faisait partie d'une campagne d'inventaire de toute la méiofaune limnoterrestre et aquatique de la forêt de la Massane, donc qui comprend tous les taxons écrits ici. Et bon, alors ce qui se passe, c'est que quand même en avril, je ne sais pas si vous vous rappelez, en avril dernier, mais c'était quand même assez sec. Et il y avait un plan sécheresse depuis février, je crois, à Banyuls. Donc là, en fait, on est en train de se marrer, mais en fait, on rigole, c'est un peu cynique parce que ça, c'est la source de la Massane. Donc elle était quasiment tarie. Il fallait creuser le sol pour trouver de l'eau. Donc, on a quand même réussi à trouver des gastrotriches et il y a eu pas mal de taxons qui ont été trouvés. Donc, sur les 40 espèces présentes en France, en tout cas signalées en France de gastrotriches, on en a trouvé 6 qui ont déjà été décrites, 4 qui n'avaient jamais été observées en France, et 2 autres vont être décrits. Donc, s'il y avait jusque-là 40 espèces en France, et donc ça va en faire 46, après la description des 2 nouvelles espèces. Alors, le problème des gastrotriches aussi, c'est que voilà, peu de gens connaissent ce groupe, et donc pour les identifier, c'est pas facile. Comme je l'ai dit, par exemple, en Colombie, les gens, ils arrivent, ils disent gastrotriche, et puis ils mettent ça sur GBIF, et puis on a une occurrence, on ne sait pas ce que c'est. Donc, pour aider les scientifiques à pouvoir inventorier les gastrotriches, et ensuite pour pouvoir se poser des questions, par exemple, sur l'écologie, répartition, etc., c'est bien qu'ils puissent les identifier. Donc ça, il y a des outils comme XPER3, et par exemple, j'ai eu un étudiant il y a 2 ans qui m'a aidé pour mettre en place une clé interactive d'identification des genres Pseudostomella qui fait partie des Tomastodermatidés, donc un groupe. Donc c'est un groupe un peu facile parce qu'il y a beaucoup d'ornementation, donc c'est un peu plus facile pour formaliser ça sur une clé. Et là, tu peux passer une fois. Et donc, c'est des clés
interactif permet de choisir les caractères qu'on veut. Donc, si on n'est pas un grand spécialiste des gastroctriches et qu'on n'a pas envie de compter les tubes adhésifs ventrolatéraux postérieurs, on peut, par exemple, se concentrer sur les écailles qui sont plus faciles à identifier et à observer et choisir les caractères qu'on veut. Donc, on n'est pas forcé par une clé d'idoclotomie par les caractères qu'on veut. Donc, ça permet de faciliter l'identification des gastroctriches et donc éventuellement d'avoir une meilleure approche et une meilleure accessibilité des gastroctriches pour la communauté scientifique. Donc, sur mes recherches personnelles, ce que j'aimerais continuer à faire, donc continuer cette clé et ces clés. Normalement, j'ai peut-être un étudiant en L3 qui va venir m'aider sur un autre genre d'étomastodermatidés et étendre ça à tous les gastroctriches éventuellement d'ici quelques temps quand même. Il y a encore pas mal de choses sur l'anatomie neuromusculaire à faire. Notamment, vous voyez ici, ça c'est l'hypothèse de la morphologie plésiomorphe des gastroctriches. Et ici, on voit, en tout cas du système nerveux, c'est une reconstruction du système nerveux tel qu'on pense que sont les aides à caractère plésiomorphe et gastroctriches. Et ici, on voit qu'en fait, il y a une variation, par exemple, assez forte, hein, par exemple, sur le nombre de cordons nerveux longitudinaux chez les gastroctriches qui n'étaient pas suspectés. Si on lit le livre qui explique ça, ils disent que les gastroctriches n'ont pas trop de variation de leur système nerveux. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle variation. Moi, je pense qu'il y en a. Et ensuite, décrire des espèces des environnements profonds en ayant rejoint l'équipe Amex, parce qu'il n'y a que 2 espèces de gastrotriches profonds qui ont été décrites pour l'instant. Je pense qu'il y en a pas mal de plus. Alors ouais, là tu peux passer. Et pour la communauté, donc là vous voyez, ça c'est un résumé de la phylogénie des gastrotriches. Il y en a pas, en fait. Là, vous voyez, c'est complètement irrésolu. Il y a des trucs qu'on ne sait même pas où ils vont à peu près. Voilà, il y a pas mal d'irrésolutions. Donc, il y a encore pas mal de choses à faire sur la phylogénie des gastrotriches elles-mêmes. Donc, ce que je vous parlais du syndrome cténophore, c'est que personne ne s'est vraiment occupé très sérieusement de la phylogénie des gastrotriches, vraiment sur le long terme, hein, parce qu'il y a des gens qui ont essayé quand même. Il y a le fait quelles sont les synapomorphies qui font qu'on regroupe les gastrotriches et les platelmintes, et encore beaucoup de diversité des gastrotriches. Ici, c'est une nouvelle famille qui a été décrite en 2014, donc il y a 10 ans quand même. Là, par contre, c'est un nouveau genre qui a été décrit en 2020. Ça, je vous le mets parce qu'il est un peu plus impressionnant que les autres. Mais il y a, par exemple, je suis en train de reviewer un papier en ce moment sur un nouveau genre, et j'ai des collègues qui sont en train de décrire aussi un nouveau genre en même temps. Donc en fait, il y a plein de nouveaux genres qui sont à décrire tout le temps, parce qu'en fait, quasiment personne n'a exploré cette diversité. Donc maintenant, on va sauter dans la phylogénie. Hop, je vais vous parler un peu de ce que je compte faire et ce que je vais faire au sein de l'équipe Amex adaptation au milieu extrême, qui travaille notamment sur les environnements profonds. Donc il y a ce ver Ocedax qui est une annélide, donc voilà pour les généralités. Ocedax, c'est un ver qui se nourrit des ossements de vertébrés marins, donc qui se trouvent souvent dans les grands fonds, et qui va dissoudre l'os grâce à un système assez particulier ici, que vous voyez, de racines, qui va dissoudre l'os. Et la partie externe, il y a un tube gélatineux et des palpes qui permettent d'interagir avec l'extérieur. Donc c'est une annélide très bizarre parce qu'il n'a plus de segmentation. On trouve des soies que chez les mâles qui sont microscopiques et qui vivent collés à la femelle. Donc c'est vraiment une annélide qui a perdu la majorité des caractères d'annélide, quelque chose d'intéressant, et qui est assez importante parce qu'elle permet quand même de décomposer les ossements de grands vertébrés qui sont coulés. Là, tu peux passer. Donc, pour les repasser très vite dans la phylogénie, on est toujours sur les spiraliens. Là, tu peux, parce qu'il y a des fausses animations. Hop là, donc les annelides que vous connaissez bien, mais il y a aussi voilà, Ocedax ici. Et ensuite, pour les remettre très vite, hein, là, on est de l'autre côté un peu de l'arbre des spiralias pour ce qui est résolu, hein, parce que ça peut encore tout changer. Là, ça paraît tout résolu, mais en fait, c'est pas vraiment consensuel. Hein. Donc, on est dans les annélides ici, pas loin. Donc, certaines phylogénies elles retrouvent proche des némères. Ceux qui savent ce que c'est. Donc, voilà. Ensuite, tu peux passer. Par contre, au sein des annélides, ce sont bien des annélides, même s'il y a peu de caractères d'annélides, ce qu'on appelle le groupe des ciboglinidés, qui ont été placés assez fortement dans les annélides il y a quelques temps. Et je pense que vous connaissez Riftia, hein, qui vit près des cheminées hydrothermales, qui est une belle bête. Et la partie postérieure, elle est segmentée, mais vous voyez, la partie postérieure de ce dax, elle n'est pas segmentée du tout, c'est un système de racines unique chez les annélides. Donc, ce que je compte faire, c'est notamment avoir un cadre taxonomique pour Ocedax. Donc, notamment, ça a été très peu exploré en Atlantique. Donc, on sait que grâce à Florence Pradillon et José Sarrazin, on a eu des échantillons qui sont en train d'arriver au labo. On sait qu'il y a a priori 3 nouvelles espèces qui ont été récoltées vers 2015. Donc, identifier et décrire ces espèces et avec des approches morphologiques et moléculaires. Si tu peux passer.
Se poser la question aussi comment OCDAC perçoit son environnement, parce qu'on s'est beaucoup concentré notamment sur le système de racines, comme vous pouvez voir ici. Donc, il y a des in situ qui ont été faites, donc l'idée, ce serait aussi d'en faire, mais pour voir un peu comment il perçoit son environnement, donc étudier les palpes, plutôt, qui ont été peu étudiées, et avec des approches morphologiques, des approches d'hybridation in situ, et possiblement, si on arrive à bien mettre ça en place, des études comportementales. Et une dernière partie donc pour laquelle je compte me former là-dessus, c'est une partie plus microbiome, puisqu'il vit en association sévère avec des bactéries qui l'aident à digérer l'os. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est faite, c'est pas encore complètement sûr. Ça semble quand même bien avéré dernièrement. Grâce à du métabarcoding, savoir quelles bactéries avec lesquelles il est en association. L'approche FISH pour savoir où sont situées les bactéries, comme vous voyez ici, ça a déjà été réussi en 2010. Et recherche de gènes liés au métabolisme possible. On peut passer. Voilà, donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur OCDAX aussi par vous-même, je fais régulièrement des chroniques au Café Systéma de la Société Française Systématique. Donc, je vous laisserai aller voir les vidéos sur YouTube. Il y en a une où je raconte un peu plus de choses sur OCDAX. Et je vous remercie pour votre attention. Et là, vous pouvez voir un scan de Drac Felicitaria comparé avec une représentation un peu plus artistique. Mais on peut deviner le système nerveux ici. Là, on peut voir les cires dont je vous parlais tout à l'heure, la musculature et les noyaux cellulaires. Donc, on voit très bien le cerveau ici. Voilà, merci pour votre attention.